Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 8 novembre. Tout de suite, les titres de cette édition. L'édifice doit voir le jour l'an prochain à Maurepas. Le chantier du multiplex a débuté. La première pierre de ce projet à 13 millions d'euros a été posée ce matin. 8 salles, 1700 fauteuils pour ce nouveau cinéma implanté dans la zone Paris-Ouest, près du village des loisirs. Ce dimanche, nous commémorerons les 100 ans de la signature de l'armistice. Le 11 novembre 1918, il mettait fin à la Première Guerre mondiale. À cette occasion, Montigny-le-Bretonneux va accueillir la flamme de l'Arc de Triomphe. Nous en parlons avec Jean-Claude Bouvier, président de la section locale de l'Union nationale des combattants. Et puis ce Verrières-Roy est le lauréat du prix des nouvelles écritures de France Télévisions. Ibou Ndiaye est distingué pour son court-métrage Les enfants du bois de l'étang, présenté au concours Filme ton quartier. Ibou Ndiaye est notre invité avec Lydia, Salah et Mohamed qui apparaissent dans le film. Dans l'actualité du jour, d'abord la 3e édition du Sky Business Day au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tout au long de la journée, des dirigeants de grandes entreprises, de PME, de TPE et de start-up se sont rencontrés. Et des rendez-vous de 25 minutes pour découvrir, tenter de convaincre pour conclure des affaires. Plus de 1000 participants représentant près de 700 entreprises. Écoutez Jean-Michel Fourgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines, au micro de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude. On est ici pour inventer, pour accélérer la croissance de nos entreprises et ça passe bien sûr par la création d'événements de ce type. Donc on est là pour que les petits, surtout les entreprises qui ont du mal quelquefois à rentrer en relation avec une grande entreprise, à avoir le bon décideur pour vendre leurs produits, ici on est un démultiplicateur de rencontres entre les petites entreprises et les grosses entreprises pour qu'ils travaillent plus ensemble. On prend tout de suite la direction de Maurepas. La pose de la première pierre du futur multiplex s'est déroulée aujourd'hui en face du village des loisirs, une structure qui sera construite en bois avec 8 salles dernière génération. Les détails avec ce sujet de Michael Elmidoro. Dans 12 mois, ce terrain vague deviendra l'un des plus grands multiplex des Yvelines. La pose de la première pierre du futur cinéma de Maurepas était organisée ce jeudi 8 novembre en face du village des loisirs. Avec mon équipe, on est évidemment très heureux. C'est l'aboutissement de longues années de travail pour voir enfin arriver un cinéma à Maurepas, un multiplex, qui va davantage rendre attractif évidemment le village des loisirs, la zone d'activité. On va parler de Maurepas évidemment en termes maintenant culturels assez forts, puisque le cinéma c'est aussi une dimension culturelle, mais c'est aussi une grande locomotive pour la zone. Le cinéma pourra accueillir près de 1700 personnes réparties dans 8 salles. Pour garantir une immersion totale aux spectateurs, l'exploitant a décidé d'investir près de 13 millions d'euros. Il y aura des écrans qui vont prendre la couleur, l'ambiance de l'image pour prolonger l'image dans la salle. Et après, il y aura une salle MX4D, les fauteuils bougent, il y a des éclairs, il y a de la pluie, c'est des brumisateurs, de la fumée quand il y aura du brouillard. Enfin voilà, tout un tas de choses qui feront qu'on sera vraiment immergé dans le film. Des salles dernier cri qui pourraient attirer près de 500 000 visiteurs par an selon les exploitants. Ce dimanche, nous commémorons la date du 11 novembre 1918, jour de la signature de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, un événement particulier cette année puisqu'il mettra fin aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre entamée depuis 2014. Toutes les communes de Saint-Quentin en Yvelines organisent leur cérémonie. Ça débute à 9h30 à Montigny-le-Bretonneux, rue de la Mare au Carat. Rendez-vous fixé à 10h30 au monument aux morts pour Trappes et les Clés-sous-Bois, sur le parvis de l'hôtel de ville à Magny-les-Hameaux et au cimetière de Maurepas. À la Verrière, un cortège se réunira dès 10h15. 10h15 également pour Elancourt où le départ est prévu à la ferme du Mousseau. Plusieurs cérémonies commenceront à 11h. C'est le cas à Coignères et Plaisir qui convie la population devant leurs monuments aux morts respectifs et aussi pour Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux avec un rassemblement devant les mairies. Enfin, à Villepreux, la journée sera lancée à partir de 9h à la maison des Fulpes. Sachez que chaque ville a son programme particulier autour du 11 novembre, notamment des cloches qui sonneront dans les communes à 11h. Et je vous invite pour ce faire à consulter les différents sites internet pour connaître l'ensemble des programmes. Ces commémorations prendront en tout cas une tournure particulière à Montigny-le-Bretonneux. La commune est l'une des 35 en France à accueillir cette année la flamme du souvenir de l'Arc de Triomphe, celle de la tombe du soldat inconnu.
Pour en parler, un invité m'a rejoint en plateau, Jean-Claude Bouvier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la section locale de l'Union nationale des combattants. Alors, cette flamme va parcourir la ville samedi soir, on va en parler. Recevoir cette flamme à Montigny-le-Bretonneux, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est une fierté? C'est une fierté, bien évidemment, parce que c'est quand même quelque chose de sacré, le fait d'aller chercher la flamme à l'Arc de Triomphe avec des enfants, des élus, un porte-drapeau. Et la ramener dans Montigny, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, quoi. Oui, vous l'évoquez, vous étiez allé avec le conseil municipal des jeunes à cette flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est ça. C'était cette année. C'était cette année. Alors vous êtes le président, on l'a dit, de l'UNC section Montigny-le-Bretonneux. L'UNC qui fête qui commémore également cette année ses 100 ans, puisque l'UNC a été créé 2 semaines seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. C'était Georges Clémenceau qui avait créé l'UNC à l'époque. Quelles sont les missions et les actions de l'UNC? Alors l'UNC a été créé par Georges Clémenceau et le révérend père Brottier. D'accord. Qui est aumônier militaire et qui circulait dans les tranchées, qui allait voir les blessés, les malades. Donc c'est nos 2 pères fondateurs de l'UNC. C'est important de préciser, il y a un deuxième père fondateur. Et du coup, les actions, les missions de l'UNC? Alors les missions, c'est bien sûr la passation de la mémoire. Et puis l'UNC, on parle d'anciens combattants, mais en fait nous sommes des combattants de la paix. Hein, et nous nous dirigeons surtout vers les jeunes, où nous avons des actions pour les cérémonies commémoratives, pour la vente des bleuets, pour des expositions que nous faisons actuellement. Nous avons 2 belles expositions où nous avons eu des écoles déjà qui sont venues nous voir. On va en parler dans un instant. Et du coup, ce devoir de mémoire entretenu, vous l'entretenez auprès des jeunes notamment. En quoi c'est important finalement de se souvenir aussi de ces personnes qui sont mortes il y a 100 ans, 18 millions de personnes au total si on compte les pertes civiles et militaires de cette Première Guerre mondiale? Oui, un petit peu plus. Mais plus de 18 millions, oui. Oui. C'est important parce qu'il ne faut pas oublier tout ce que nos grands anciens ont fait, hein, pour que nous soyons aujourd'hui un petit peu en paix, je dirais. Donc ils ont fait des grands sacrifices, et puis si vous voulez, nous on veut transmettre ça aux jeunes, mais les jeunes sont très intéressés et assez demandeurs maintenant. Hein, à un moment donné, ils n'étaient pas trop demandeurs, mais maintenant les lycées, les écoles, ils ont ça au programme. D'accord. Ils sont très intéressés et quand ils viennent nous voir, ils nous posent beaucoup de questions. Ils sont bien sûr intéressés par nos expositions. Et on imagine chaque année ce grand temps fort de ces commémorations du 11 novembre. Comment ça s'est préparé pour l'UNC? Vous parliez tout à l'heure d'expositions, notamment une exposition sur les armes et objets qui ont été utilisés pendant les conflits, qui est à voir dans vos locaux. Qui est à voir dans nos locaux jusqu'au 11 novembre, au soir. Parlez-nous un peu de cette exposition. Alors, c'est une exposition, nous avons fait appel à des collectionneurs privés, bien sûr, et amateurs, donc il y a de tout, hein. Il y a des armes qui ne sont plus utilisables, bien évidemment. Il y a des casques, il y a des objets gravés par les poilus dans les tranchées, il y a un petit peu de tout. Il y a des lettres de poilus, des lettres très poignantes, hein. Ça, faut absolument lire ça, c'est vraiment, quand on lit ça, même moi qui baigne un peu dedans, il y a des choses, j'ai découvert des choses, quand on lit ça, on ne ressort pas indemne. Hein. Donc des documents exceptionnels à découvrir. Complètement. Alors on le disait tout à l'heure, ces 4 dernières années marquaient les commémorations des 100 ans de la Première Guerre mondiale qui vont finalement se terminer ce 11 novembre 1918, parce qu'on arrivera à la fin du centenaire de la Grande Guerre. Est-ce qu'il y a une certaine émotion aussi de terminer ce cycle de 4 ans? Bien évidemment, parce que nous avons commencé déjà en 2014, puis il y a eu 15, 16, 17, il y a eu aussi pas mal de petites cérémonies pour justement continuer, préparer 2018. Et bien sûr, il y a une émotion de terminer ça, surtout par un événement pareil que le centenaire. Alors revenons justement à l'événement de samedi et dimanche, c'est l'accueil de la Flamme du Souvenir à Montigny-le-Bretonneux. Elle va pouvoir parcourir la ville samedi soir entre 18h30 et 21h. Tout à fait. Elle va circuler dans les quartiers à bord d'un triporteur. Donc on va la ramener dans une lampe tempête, bien évidemment, parce que avec le vent et les intempéries, il faut que ça soit protégé pour qu'on puisse la ramener le lendemain matin au monument aux morts par des torches et allumer la vasque qui sera devant le monument aux morts. On a vu le parcours de cette flamme s'afficher à l'écran. Vous l'avez dit, oui, il y a cette flamme, il y aura un cortège, il y aura une aide d'honneur qui lui sera consacrée le lendemain. Tout à fait. Il y a un grand cortège qui va partir de l'hôtel de ville jusqu'au monument aux morts, où nous rejoindrons avec beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui vont porter la flamme.
Et donc, on rejoindra le monument aux morts. Je pense qu'on sera arrivé pour 11h moins le quart, où là débutera la cérémonie avec le ravivage symbolique de la flamme. Et on reviendra sur cette présence de la flamme du souvenir à Montigny dans notre édition du lundi. Merci Jean-Claude Bouvier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la section de Montigny-le-Bretonneux de l'Union des anciens combattants. Le programme, l'Union nationale des combattants, et tout le programme de ces commémorations à Montigny sont à retrouver sur le site internet de la ville qui s'affiche. Un lieu mythique du passé pour présenter les véhicules de demain. L'Estaca, basé à Montigny-le-Bretonneux, donnait rendez-vous hier à l'autodrome de Linas-Montlhéry en Essonne. Ces étudiants ont présenté sur cet ancien circuit phare leur concept de véhicules innovants. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Manon Varaldo. C'est une première pour les étudiants de l'Estaca, l'école d'ingénieurs spécialisée dans les nouvelles mobilités, proposées de découvrir et de tester les véhicules innovants conçus par les élèves. Ils se sont déplacés de Montigny-le-Bretonneux à l'autodrome de Linas-Montlhéry en Essonne. C'est pour mettre à l'honneur la vie associative de notre école, ses étudiants, ses partenaires, ses sponsors, ses anciens élèves. Donc les mettre à l'honneur, voir les véhicules en statique et en dynamique. Puis bien évidemment, on est accueilli par notre partenaire industriel qui est le groupe UTAC, qui bénéficie d'équipements prestigieux sur un circuit centenaire. Parmi les véhicules innovants conçus par les étudiants, Calypso, son poids à vide est de 37 kg. Ce véhicule thermique de l'association PV3E est arrivé 3e au dernier Shell Eco-Marathon de Londres. Dans la catégorie moteur à combustion interne, Calypso a parcouru plus de 1500 km avec un seul litre d'essence. On a eu un moteur qui ne consomme pas, c'est vrai, c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau du Shell Eco-Marathon, c'est le moteur. On a également l'aérodynamique, avoir un véhicule qui pénètre bien dans l'air. Ici on voit qu'il a été particulièrement soigné. Et ensuite avoir finalement dernier point, une bonne rigidité du châssis en lui-même qui permettent donc on perd le minimum d'énergie en fait dans le véhicule tout entier lors de son passage. Ce véhicule a réussi à repousser les limites de l'efficacité énergétique, des technologies utilisées par les étudiants que l'on pourrait retrouver dans l'automobile de demain. Suite et fin à présent de notre dossier sur les déserts médicaux. Nous allons ce soir à La Verrière où la situation médicale est très préoccupante. Depuis février, les 6000 habitants de la commune se retrouvent sans médecin généraliste. Les explications de Marilène Yapichino et de Nicolas Dandry. À La Verrière, un cabinet médical vide. L'un des médecins étant obligé de partir pour raison de santé, l'autre ne pouvait plus assurer les frais du cabinet seul. La commune se retrouve sans aucun médecin depuis 8 mois. J'ai encore un médecin mais qui a 67 ans au Ménil. Quand il va partir, je ne sais pas ce que je ferai. J'irai à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça ne peut pas durer comme ça. Il faut construire une maison de santé. Une maison de santé qui n'est restée qu'au stade de projet. Suite à un problème de santé, suite aussi à une modification de la politique de la ville, qui ne souhaitait plus mettre un budget dans la construction d'un cabinet et qui voulait transférer le support financier à la MGEN, donc faire venir des médecins au sein de la MGEN. Donc il y a eu un désaccord avec les médecins libéraux et depuis ce projet est tombé à l'eau. On était sûr de 50% des financements. La ville devant forcément de toute façon mettre 25% et 25% restants qui n'étaient pas encore complètement acquis. C'est l'organisme de mutuelle générale de l'éducation nationale MGEN qui a finalement proposé d'ouvrir ses locaux. La MGEN nous avait bien certifié que grosso modo on pouvait occuper les locaux comme un centre de santé, que les médecins étaient tout à fait libres comme si c'était ailleurs. Une solution intéressante financièrement pour les collectivités locales mais qui inquiète les médecins libéraux quant à leur indépendance. Le projet s'éteint. Aujourd'hui, acteurs de la santé de la commune et municipalités partagent la même inquiétude pour la santé des 6000 habitants de La Verrière. La maire a lancé des démarches auprès de l'agence régionale de santé avec la maire du Ménil-Saint-Denis, une commune voisine dont les médecins arrivent à un âge avancé. Dernier recours en date de La Verrière, une pétition adressée à l'ARS qu'elle fait signer à ses habitants. Je pense que la mairie de La Verrière avait anticipé ce départ en retraite. Voilà, malheureusement, pour l'instant, ça ne porte pas encore ses fruits, mais je pense que ça va se mettre en place de manière progressive. Mais voilà, encore une fois, je vous rappelle le principe de libre installation des médecins. Des médecins qui peinent à se laisser séduire par l'offre actuelle malgré les aides proposées. La Verrière est classée en zone d'intervention prioritaire par l'ARS.
Il faut un projet, il faut souvent que les anciens amènent ce projet, et parce que ces anciens auront créé un projet notamment de cabinet de groupe, etc., qu'ils attireront les plus jeunes à venir. Une situation d'autant plus préoccupante que la Verrière porte des projets d'aménagement et de développement de la ville, comme dans le quartier Garbécane avec la construction de 1000 logements. Mais rassurez-vous, pas que des mauvaises nouvelles à la Verrière, des très bonnes aussi avec vous, Ibou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur des Enfants du Bois de l'Étang. C'est un court-métrage qui a été distingué au concours Film Ton Quartier de France Télévisions. Le court-métrage est récompensé parmi 200 films du prix spécial des nouvelles écritures de France Télévisions. Il vous sera remis le 15 novembre à Paris. Et vous êtes venu avec Lydia Essala à ma droite, bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed à ma gauche, bonsoir. Bonsoir. Et vous avez participé à ce court-métrage. On vous voit dans ce court-métrage. On va regarder d'ailleurs tout de suite un extrait. Vous n'en avez pas marre de ça, toujours les mêmes choses, à haute dose. Nous, on est venus pour changer les choses. DJ, balance la sauce, on s'impose. Un bois, un étang, 22 tours, 352 étages, 613 boîtes aux lettres, 3000 habitants. Ici, c'est le bois de l'étang. Un court-métrage que vous pouvez retrouver en intégralité sur la page YouTube Ibou Productions. Alors 3 narrateurs pour la forme, 3 musiciens sur le fond et un DJ qui balance la sauce. Les Enfants du Bois de l'Étang, c'est un film contre-pied sur ce quartier du Bois de l'Étang. Ibou, c'est un quartier qui souffre à tort d'une mauvaise image, ce quartier du Bois de l'Étang. Médiatiquement parlant, oui. Après, les habitants et ceux qui connaissent le quartier, je pense qu'ils connaissent le Bois de l'Étang. Ils savent qu'il y a une énergie, comme on l'a vu dans les extraits du court-métrage précédent. Et les enfants ont fait un superbe boulot pendant les vacances surtout. Donc on a fait ça pendant les vacances d'été. D'accord. Donc surtout au mois d'août. Donc il y a une préparation au niveau des comédiens et aussi de l'équipe technique, parce que dans l'équipe technique il y avait aussi des enfants. Donc par exemple le régisseur et l'ingénieur du son aussi étaient des enfants qu'on avait formés avec mon équipe. Et pourquoi ça vous tenait à cœur de participer à ce concours Film Ton Quartier ? Tout d'abord, c'est un quartier où j'ai habité pendant à peu près 17 ans. Donc j'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas. Et les enfants au Bois de l'Étang à la Verrière, c'est une particularité dans ce quartier, c'est qu'il y a énormément d'enfants. Donc il y a énormément d'enfants et je trouve que c'est une partie pour moi de la population et elle devait de s'exprimer à travers un court-métrage et un court-métrage très bien réussi parce qu'ils ont obtenu le prix des nouvelles écritures par France Télévisions. Donc c'est un court-métrage, vous l'avez dit, qui est réalisé par vous et les enfants, ça vous tenez à le préciser. Ah oui. C'est une fierté pour vous qu'il soit visible à un niveau national. Il sera projeté sur France 3 le 6 décembre. C'est ça, il sera projeté sur France 3 le 6 décembre. Et il faut savoir que le Bois de l'Étang, nationalement parlant, il n'est pas très 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 connu. Donc lui donner une exposition comme celle-là, je pense que ça va faire du bien, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement dans les médias avec l'épisode du JDD du Bois de l'Étang. Donc là, ça va faire du bien au Bois de l'Étang. Et les enfants aujourd'hui, ils ont aussi une vidéo à présenter à leurs proches, à leur famille, etc. Et je pense que c'est une satisfaction pour eux, mais bon, je pense qu'ils peuvent vous l'expliquer. Ils sont à faire un petit tour de table avec les enfants. Qu'est-ce que ça vous a fait de participer à ce film ? Allez, Salah, on va commencer avec toi. C'était intéressant, c'était bien, on a bien aimé, ça m'a plu. Lydia, toi aussi, l'expérience, c'était intéressant pour toi ? Oui, c'était très bien, c'était vraiment intéressant. Il y avait plein de trucs intéressants. C'était vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, par exemple ? Qu'est-ce que tu as pu découvrir ? J'ai pu découvrir le drapeau quand on lançait et quand on devait faire un étang de Bois de l'Étang. Et toi, Mohamed, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet, dans le fait d'y participer ? C'est bien de découvrir des nouvelles choses sur le cinéma, tout ce qui est vidéo. Et moi, ça m'a bien plu de jouer du saxophone au Sénégal et en France. Oui, c'est ça, on te voit dans ce court-métrage jouer du saxophone. Ton quartier, le Bois de l'Étang, il représente quoi pour toi ? C'est ma ville, c'est où j'habite. Et vous, les filles, le Bois de l'Étang, ça vous inspire quoi ? C'est mon quartier. Je pense qu'elles peuvent vous le dire en quelques mots. Elles ont un truc à dire. Hein. Allez-y. On aime le Bois de l'Étang.
Mais on a bien compris que notre quartier, c'est pas notre mère. Et si un jour on doit disparaître, on aura d'autres enfants. Nos vies n'ont pas de limite. Le point levé, on ira partout. On aimera partout. On rêvera partout. Et on part d'ici. Ici, c'est le bois de l'étang. Vous vouliez nous rencontrer ? Maintenant, c'est fait. Et on fait votre connaissance, bravo. C'est sur ces mots que ça se termine d'ailleurs ce court-métrage. Oui, c'est ça. C'est un message d'ambition de ces enfants-là. Et c'est aussi une façon de dire que voilà, dans les quartiers, dans les cités ou n'importe où, on peut aimer notre quartier sans pour autant le défendre bête et ongle par rapport surtout aux faits divers qu'on a vus dernièrement entre des rixes, entre quartiers, etc. Et c'était une façon aussi de dire que voilà, on aime notre quartier, quoi qu'il arrive, mais on va pas non plus se battre pour notre quartier, quoi. On part d'ici, mais on a des choses à faire aussi dans le monde entier. Et ils le disent dans le court-métrage, on veut laisser mieux et on va laisser mieux pour ce quartier. Ouais, c'est clair, parce que voilà, avec tout ce qui se passe aussi au niveau de la planète, c'était aussi un message pour l'environnement aussi, que ces enfants-là, malheureusement, l'héritage qu'on leur laisse, il est pas top. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont envie de laisser mieux, et c'est ce qu'ils vont faire, sans nul doute, j'en suis sûr et certain. Alors le 15 novembre, les enfants du Bois de l'Étang va recevoir, ce court-métrage va recevoir officiellement le prix spécial des nouvelles écritures de France Télé à Paris. Ça va être une grande fête, vous allez amener les enfants avec vous ? On va ramener tout le monde là. Ouais. Là, on a prévu un car avec la mairie de la Verrière, donc en association avec la mairie de la Verrière. Donc il y a un car qui a été commandé, donc 60 places, et tous les enfants vont aller là-bas et on va faire la fête. C'est un jour exceptionnel. Bon, le lendemain il y a école, mais bon. C'est un jour exceptionnel, donc on va pas le louper, et donc voilà, ça va être super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour la suite, pourquoi pas faire un long métrage avec les enfants du Bois de l'Étang, ce serait cool, et j'espère de très belles choses. Ce qu'on peut vous dire en tout cas dès à présent, c'est bravo pour ce court métrage, bravo à vous Ibou, et aux enfants Salah, Lydia et Mohamed, bravo. Un petit message, allez-y. J'aimerais passer un message au coiffeur Ilyes, donc qui regarde souvent votre chaîne. D'accord. Et il a un petit cadeau pour vous. Attendez, je vais vous le passer. Il a un gel à vous donner. C'est très bien, comme donc ça voilà. Je pourrais me coiffer avec ce gel. Voilà, merci Ilyes, merci pour Montrouge, à côté du pont de Châtillon. Merci pour ce cadeau. Et ce court-métrage, je rappelle, qui sera diffusé sur France 3 lors d'une grande soirée spéciale le jeudi 6 décembre. Mais vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Allez, c'est l'heure du dernier sujet du journal. Pour le portrait de la semaine, découverte d'un artiste plaisirois surprenant. À 29 ans, Antoine Poussin est passionné de cirque, une discipline qu'il découvre sur le tard lors de ses voyages. Il est revenu sur les lieux de son enfance pour pratiquer et transmettre une rencontre signée Marilène Yapichino. C'est au cirque de Bruno-Ouest, le cirque dans les étoiles à Aubergenville, qu'Antoine Poussin vient régulièrement s'entraîner et répéter ses numéros. Je commence toujours sur mon tapis de sol. En général, je fais une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, ça dépend. Et puis ensuite, je commence dans les airs. Une passion qu'il découvre tard, enfant hyperactif, il a toujours été attiré par le sport. Orienté en CAP plomberie, il profite de la fermeture de l'entreprise où il se forme pour partir en quête de nouvelles aventures. C'est en faisant de l'animation qu'il découvre finalement le cirque et ses disciplines aériennes. Je dirais que ma fierté aujourd'hui, c'est d'être allé chercher ça de moi-même. J'ai fait différents corps de métier, j'ai voyagé et ça m'a permis de me construire et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. C'est ma passion, tout ça, c'est toutes mes passions réunies, que ce soit le cirque, le sport, la scène, la danse, le théâtre, c'est moi en fait. Donc si je peux inspirer les enfants à leur donner un peu de belles images, de beaux souvenirs, j'ai un peu de créativité, je le fais. Transmettre le meilleur de moi. On est quoi aujourd'hui? On est motivé. Non, j'ai rien entendu. On est quoi? Motivé. Ok, très bien, on va faire les portées. Depuis son retour dans les Yvelines, Antoine Poussin propose des stages de cirque aux enfants pendant les vacances scolaires. Pendant une semaine, les jeunes de Neauphle-le-Château viennent développer leur créativité. Après un échauffement permettant de bien se défouler et des figures, les enfants apprennent à jongler et s'essayent sur le trapèze. À force, tu vas y arriver. Moi, c'est tombé 1000 fois avant au moins que j'y arrive.
C'est l'esprit de cirque, et puis je pense que chaque individu a sa propre créativité et aussi sa propre limite, ce qui peut lui permettre justement de pouvoir développer, je veux dire, à sa guise, de montrer des choses qui n'ont pas encore été vues, et ne serait-ce que pour lui-même et pour pouvoir inspirer les autres. 1, 2, 3, le cirque c'est Tu peux y arriver. Après de multiples voyages et une année passée au sein de l'association Omanite à Marseille, où il enseigne son art aux enfants et se produit en spectacle, c'est tout naturellement à plaisir qu'Antoine Poussin revient pour créer sa micro-entreprise. J'ai eu un déclic, je me suis dit j'ai envie de revenir créer quelque chose, fonder quelque chose à partir d'un endroit, et je pense que le seul endroit qui m'est venu, c'était celui-ci. Une sorte de retour aux sources pour l'artiste qui commençait sa formation pour devenir professeur de cirque il y a tout juste 6 ans. C'est pas un hasard pourquoi je suis arrivé dans le cirque. C'est assez drôle que ce soit arrivé aussi tard. Mon enfance particulièrement, je l'ai vécue ici. Et le parc du château, il reflète vraiment l'endroit où j'ai grandi. Le jeune auto-entrepreneur multiplie les activités entre l'enseignement et l'événementiel. Antoine Poussin a fait de sa passion son métier. C'est la fin du journal, le 7-8 loisirs à suivre dans un instant avec Marilène Yapichino pour trouver quoi faire ce week-end. Belle soirée avec TV78.